Eh bien les amis, il y a toujours un rendez-vous que ni vous ni moi ne souhaitez manquer. C'est bien sûr la petite FAQ du dimanche dans laquelle je réponds à toutes les questions, toutes les interrogations que vous me posez sur la story Instagram du compte Roadsters TV. C'est quand même assez simple à retrouver. Donc n'hésitez pas à y aller toutes les semaines. La petite story est là, vous pouvez poser vos questions. Et moi je récupère celles qui me paraissent les plus pertinentes, les plus intéressantes. Et on en parle et surtout, on fait cette émission toujours en live avec un petit pré-show qui dure 1 heure avant et pendant lequel vous pouvez venir discuter, poser vos questions. C'est vraiment une interaction que je trouve très très importante, d'autant plus qu'il n'y a pas tant de créateurs de contenu dans le monde moto qui font ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas, le rendez-vous est toujours en règle générale le dimanche à 15 h. Si jamais c'est pas ça, je préviens en avance, vous avez l'info. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant la semaine, sur l'actualité du monde de la moto et sur la chaîne? Eh bien écoutez, voilà, on va retrouver notamment pêle-mêle, comme disent les anciens, eh bien l'annonce de la QJ Motor SRK 921, ou plutôt annonce l'ensemble des informations de cette machine, dont notamment le prix qui risque de faire extrêmement mal à l'industrie. On parle d'un roadster de 128 chevaux avec une fourche Marzocchi, des étriers Brembo Stylema, avec de la techno, avec un monobras à 10 500 €. C'est incroyable, exceptionnel. J'ai qu'une envie, bien évidemment, c'est de vous tester cette machine. Ensuite, la petite FAQ de la semaine d'avant que je vous ai postée le lendemain. On a parlé de plein de sujets et notamment, est-ce que faire de la moto, c'était mieux avant? Est-ce que on se fait chier en moto aujourd'hui en 2026? Vous allez voir que j'ai une opinion assez tranchée là-dessus. On a parlé aussi de la petite F450 GS chez BMW parce que je n'avais pas encore pu parler de cette moto. Et finalement, je vous ai posté hier l'essai replay de la KTM Duke 125. Essai que vous retrouvez. C'est les premiers essais de la chaîne que je republie pour celles et ceux d'entre vous qui ne les connaissaient pas. Petite machine très intéressante, la KTM Duke 125. Et donc, si vous ne l'avez pas encore eu l'occasion de la découvrir, eh ben, je vous invite à y faire un petit tour. Et on enchaîne avec bien sûr la première question de cette FAQ, assez simple, c'est Emric V42 qui nous dit « Bonjour, est-ce que vous serez au salon du 2 roues à Lyon? Moi, je ne veux pas manquer ça. » Eh bien, écoute Emric, je vais te répondre extrêmement succinctement et clairement, puisque bien sûr, je serai au salon du 2 roues de Lyon, ça va de soi. Je ne peux pas manquer le deuxième plus grand salon de moto du monde. Et oui, aujourd'hui, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais l'EICMA est la mecque ultime, bien sûr, avec ses plus de 600 000 visiteurs chaque année. Mais le salon du 2 roues de Lyon en 2025, eh bien, c'était tout simplement le deuxième plus grand salon de moto au monde et il ne cesse de grandir. Et donc, bien sûr, on va s'y retrouver et je vais vous faire une couverture exceptionnelle comme chaque année, avec des vidéos YouTube à ne plus savoir quoi en faire. Je vais vous couvrir tous les constructeurs. Cette année, je vais aller même encore plus loin. Peut-être qu'on va aller sur les stands des accessoristes, les prépas, les trucs les plus fous. Vous allez voir, ça va vraiment être très stylé. Je vais changer un tout petit peu ma formule, mais vous allez vous régaler. Et du coup, je serai présent au salon, le jeudi 26 février 2026. Et le vendredi 27 février, je ne serai pas présent au salon sur les journées du samedi et du dimanche, tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop de monde et que moi, de mon côté, il faut que je rentre pour pouvoir justement vous préparer toutes les vidéos parce que je travaille sur place. Ce sont 2 journées qui sont extrêmement dense pour moi, je ne vais pas vous cacher que je ne dors pas énormément, je marche beaucoup et je m'hydrate beaucoup pour pouvoir tenir, mais il y a un moment donné, il faut rentrer à la maison aussi pour finir les montages, la mise en ligne des vidéos, pour que vous ayez ça aussi en première fraîcheur, parce que si je vous poste toutes les vidéos du salon au bout d'une semaine, ça perd un petit peu de son intérêt. Donc bien sûr, je serai présent. Et si vous venez le jeudi ou le vendredi, ce sera avec un grand plaisir que je vous croiserai, qu'on échangera. Vous savez que je viens aussi pour ça. C'est la différence avec l'EICMA. C'est que l'EICMA, c'est un rendez-vous qui est à l'étranger, en Italie. Des fois, je croise certains d'entre vous, et c'est de plus en plus le cas. Mais le salon du 2 roues de Lyon, c'est un événement bien de chez nous, bien local. Et donc, ça permet de se retrouver. Et ça fait super plaisir. Ensuite, on enchaîne avec une question toute trouvée de BBZ Biker qui nous dit « Salut, d'après toi, après l'EICMA, à quoi doit-on s'attendre au salon du 2 roues niveau nouveauté ?» Et alors, c'est extrêmement intéressant parce que cette question, elle touche à l'ADN même du salon du 2 roues. Et il est vrai que le salon du 2 roues, c'est un événement sur lequel il va y avoir beaucoup de constructeurs qui seront
présent, hein, ça c'est clair et net, et sur lequel, eh bien, on risque de voir des choses intéressantes. On va avoir l'occasion notamment de voir des constructeurs comme Benda, comme BMW, une absence remarquée de CF Moto dont je vais vous parler bientôt. Je vais vous faire une vidéo là-dessus pour débriefer un petit peu les constructeurs et les exposants présents. On a Ducati, on a vraiment tout le monde qui est présent, hein. Les seuls aussi qui sont absents de mémoire, c'est Zontes. Mais pour répondre à cette question, il est vrai qu'effectivement, l'EICMA 2025 a été un rendez-vous sur lequel on a eu beaucoup d'annonces assez tonitruantes. Je pense sincèrement que à cet événement-là, la seule chose à laquelle je peux penser qui pourrait potentiellement, je le dis, être annoncée parce que la fenêtre d'annonce, la fenêtre de tir s'y prête particulièrement, eh ben, ce serait une annonce du côté de chez Triumph. Triumph, vous le savez, hein, avec sa campagne Triumph Unleashed, eh bien, pourrait potentiellement faire leur annonce du dernier chapitre, hein, on va dire, de la fameuse campagne de communication du Triumph Unleashed. Et il est vrai que, à mon sens, vu qu'il y a eu quand même un petit décalage sur la communication qui a été faite, ça c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, mais je vais vous retrouver cela parce que ça mérite quand même qu'on en parle, hein, sur le compte Instagram donc, de Triumph. Ici, vous avez la dernière vidéo qu'ils avaient publiée pour l'avant-dernier chapitre et le dernier. Hein. Donc ici, vous voyez l'avant-dernier chapitre, le 20 janvier ainsi que le 27 janvier. Et puis après, il y avait The Finally, le 3 mars 2026. Eh bien, il s'avère que lorsque Triumph a communiqué là-dessus, eh bien, les dates, semble-t-il, ont changé sur le site de Triumph. J'ai essayé d'y accéder, mais a priori, le site n'est pas accessible. Les dates ont changé pour, eh bien, seulement fin février. Et à mon sens, Triumph vont profiter du Salon du 2 roues de Lyon pour faire une annonce. Quelle va être cette annonce? Ça, c'est quelque chose à laquelle je ne saurais répondre pour le moment. Est-ce qu'ils vont réussir à boucler la boucle sur leur campagne et annoncer enfin cette fameuse Daytona, hein, qu'on attend tous, ou pas? Voilà, vous regardez ici, j'ai réussi à la voir. Chapitre 5 février, donc ça ne colle pas avec ce qui est dit ici. D'accord? Là, on annonce bien le 3 mars 2026 et là, on est en février uniquement. Donc, le seul souci que j'ai, on va dire, c'est que je ne sais pas si cette communication, elle a été faite en amont ou en aval de cette vidéo qui a été publiée sur leur compte Instagram. Et ça, c'est la seule chose qui, pour le moment, me fait un petit peu douter. Si ça a été publié après, c'est que clairement, je pense qu'ils sont en train d'essayer d'ajuster. Après, en autre nouveauté qu'on pourrait avoir, je pense qu'il y a une machine qui serait très intéressant de redécouvrir au Salon du 2 roues de Lyon, même si on la connaît déjà, c'est cette moto, la QJ Motor SRK 921, puisque, comme je vous en ai parlé en intro, elle a eu son prix qui est révélé et ça la met tout de suite sous les feux de la rampe, parce que là, on est vraiment sur un truc qui peut être vraiment, vraiment intéressant. Et puis après, il y a des petites rumeurs, des bruits de couloir qui circulent sur notamment Suzuki qui pourrait faire des annonces sur son service après-vente, sur des choses dont je n'ai entendu que des bruits de couloir, hein. Je n'ai aucune confirmation. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que j'ai été invité à une conférence de presse chez Suzuki le 19 février, donc vraiment juste avant le Salon du 2 roues de Lyon, pardon. Peut-être que ce sera l'occasion d'en découvrir un peu plus. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que cet événement risque d'être peut-être un peu plus dans la consolidation que l'EICMA, mais il va y avoir beaucoup de belles choses qu'on a vues à l'EICMA et qu'on va vouloir revoir, et puis aussi peut-être des annonces très intéressantes. Donc c'est vraiment pas un truc à rater. Et la meilleure façon de le suivre, si vous ne pouvez pas vous y déplacer, et même si vous y allez, puisque ça vous permet d'avoir une vue un peu reculée, c'est de suivre sur la chaîne toute la couverture que je vais vous en faire. Prochaine question de la part de Jérôme29BZH qui nous dit « Pourquoi les sportives à 150-160 chevaux comme la Feu GSX-R 750 ne sont plus au goût du jour ?» Question extrêmement intéressante, puisqu'il est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde des machines, on va dire un petit peu sportives, il existe deux camps. Il existe deux camps qui s'opposent. On va avoir d'un côté, le premier côté, ça va être, les hypersports, monstrueuses, impressionnantes, voilà, le summum de la technologie, de la performance, de la sportivité, avec des puissances qui sont largement au-dessus des 200 chevaux. Et puis après, on va avoir des machines comme,
Eh bien, la Yamaha R9, la SRK 921RR, qui sont des motos qui sont entre 120 et 130 chevaux. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, le sweet spot pourrait finalement d'être sur des machines qui sont dans les, on va dire, 150-160 chevaux. La raison pour moi qui justifie ça, très sincèrement, c'est que quand on regarde aujourd'hui la cylindrée d'une moto comme une Yamaha R9, qui est une machine à 900 cc, et la cylindrée d'une moto comme une S1000RR qui est à 1000 cc, et bien en fait, la situation qui se présente à nous, c'est que on a d'un côté des machines qui ont quasiment la même cylindrée, qui ont peu de puissance, ou pas autant de puissance qu'une Hypersport, très gros cœur, mais beaucoup plus de couples et qui sont plus exploitables, beaucoup plus de couples s'entend à bas régime, plus exploitables dans des circonstances différentes, sur la route, sur le circuit, etc. etc. Et de l'autre côté, on a les fers de lance absolus qui, elles, vont bombarder 200 chevaux et souvent avec des moteurs qui sont un peu pointus. Alors bien évidemment, il existe des architectures qui sont un peu différentes, il existe des motos avec un peu plus de cylindrée, comme la Panigale ou la RSV4, qui effectivement peuvent un peu tirer leur épingle du jeu et être un peu plus réactives. Mais c'est vrai qu'au milieu de tout ça, où est-ce que vous placez une machine de 150-160 chevaux? Est-ce que vous la faites tendre vers le couple? Est-ce que vous la faites tendre vers la puissance? Et j'ai l'impression qu'en fait, finalement, le segment est occupé et que, au-delà de se poser la question de, finalement, pourquoi est-ce que ces machines sont tombées en désuétude, la question qu'on peut se poser, c'est qui les achèterait? Parce que, est-ce que vraiment une moto sportive entre 120 et 130 chevaux, très vivante au quotidien, peut-être un peu moins radicale, n'est-elle pas parfaitement suffisante pour quelqu'un qui veut cet usage-là et pour quelqu'un qui veut aller chercher le maximum, du summum, du paroxysme, du sommet absolu? Et bien finalement, ce genre de moto répondent aussi très très bien à ce besoin-là. C'est une vraie question qu'on peut se poser. Moi, j'avoue que je pense que c'est simplement que ces machines, aujourd'hui, elles ont subi en fait toutes les normes d'homologation qu'on a connues et que ça a un peu séparé les clans et que si on veut en fait faire des machines compatibles Euro 5+, et puis dans le futur Euro 6, etc., il faut faire un choix. Soit on part vers de l'hypersportivité extrêmement pointue, avec peut-être des moteurs qui délivrent moins de sensations à bas régime, soit sinon on s'oriente vers de la machine type R9, type SRK 921RR, où là on va avoir moins de puissance, mais plus de couple exploitable à bas régime, et donc une moto qui finalement est un petit peu plus polyvalente, même si je sais qu'il y en a beaucoup, et d'ailleurs la majorité, qui roulent en hypersport 1000cc, au quotidien, parce que c'est aussi l'objet et on est très très loin des fantasmes que certains ont de croire que plus de 50% de ces machines-là sont utilisées sur circuit. C'est pas du tout le cas, mais voilà, je pense que l'argument se tient à ce niveau-là et que c'est simplement pour ça que aujourd'hui, les sportifs de 150-160 chevaux ne sont plus trop présentes. Peut-être que Aprilia, avec son dépôt d'une RSV 1000, on a eu ce nom de dépôt qui a été placé aux États-Unis, pourrait venir occuper un segment relativement libre et faire un petit carton. Écoutez, on suivra ça avec beaucoup d'attention. Dernière question de cette petite FAQ de la part de GabGab9158 qui nous dit « Penses-tu que la qualité des motos européennes vont baisser avec l'arrivée de la Chine sur le marché ?» Question ultra pertinente. Question ultra pertinente parce que les ramifications et les implications de la montée en puissance des constructeurs chinois dans le marché européen, français et mondial, elles sont très importantes. Ce n'est pas juste, elles sont là, on fait avec, c'est passager, c'est pas passager. Non, il y a beaucoup de choses, beaucoup de conséquences qui y sont liées. Vous le savez, je vous ai fait pas mal de vidéos là-dessus. On en parlait sur le marché moto en 2025. On a vu que les constructeurs chinois étaient les seuls à s'en sortir et pas à s'en sortir de peu. Vous le voyez encore une fois, les chiffres sont là. QJ, 224% de croissance, Zontes, 38%, Voge, 35%, CF Moto, 95%. Et encore une fois, on en a parlé, toutes celles et ceux qui disent « Oui, mais c'est facile quand on part de zéro », ce sont des personnes qui n'ont aucune réflexion. Ce sont des gens qui ne regardent pas plus loin que le bout de leur nez. Regardez ce graphique, regardez ce tableau, c'est pas un graphique, c'est un tableau. Vous voyez bien que pour chaque position, chaque constructeur chinois, il y a des constructeurs qui sont en dessous et au-dessus, qui sont dans le rouge, ici dans le bleu, mais qui sont en décroissance. Et rien ne justifie
que les constructeurs chinois aient un laissez-passer quelconque pour faire des ventes. Ce qui veut dire que là où eux réussissent, les autres échouent, alors qu'ils ont un nombre d'immatriculations qui est le même. Donc cet argument est totalement fallacieux, et donc bien évidemment, ça pose la question, ça pose légitimement la question de se dire, qu'est-ce qui va arriver avec les constructeurs européens? Eh bien, je pense qu'à cette interrogation, on ne peut pas donner une réponse monolithique. Il n'y a pas une seule façon d'approcher, d'appréhender le problème. Je pense fondamentalement qu'il y a une chose qui distingue les constructeurs européens des constructeurs chinois et aussi finalement des constructeurs japonais qui, à mon sens, sont plus menacés par cette montée des constructeurs chinois, c'est qu'en réalité, les constructeurs européens, eh ben, ils ont toujours été dans une image un peu plus premium, avec des motos souvent en moyenne plus chères. Et du coup, il est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, il n'existe pas véritablement de machines qui viennent se bagarrer sur le segment des motos chinoises avec, par exemple, une KTM Super Duke 1390 ou alors avec une Triumph Speed Triple 1200 RS ou alors avec une Street Fighter V4. Et il est vrai que CF, par exemple, est en train de préparer l'arrivée de sa V4 SR-WR, une hyper sportive qui fait 212 chevaux, qui est très intéressante et qui d'ailleurs, on l'a vu, est même venue à se faire poser des questions du président de Ducati, du PDG de Ducati, Claudio Domenicali, qui regardait ça avec une certaine forme de « qu'est-ce qui va se passer ?» Mais je pense qu'en fait, chaque marque européenne a un peu sa philosophie. Aujourd'hui, il en existe 4 principales, on va dire. Il y a BMW, Ducati, KTM, Triumph, et puis on peut rajouter aussi Aprilia, même si c'est le Piaggio Group et que c'est une marque qui est quand même un peu plus petite. C'est pas leur faire offense, les machines Aprilia sont extraordinaires, mais les ventes ne sont pas au niveau de ces autres mastodontes. Et je pense qu'en fait, à la différence des marques japonaises, il y a quelque chose qui différencie énormément ces constructeurs européens aussi, c'est qu'en fait, ils ont tous des identités très marquées sur le marketing, sur les financements, sur la façon comme ils gèrent leur business. BMW dépend d'un groupe automobile, donc c'est encore différent. Mais je pense que les constructeurs européens vont avoir moins longtemps, on va dire vont avoir plus longtemps plutôt, de la marge. Ils vont avoir plus de temps pour anticiper cette montée de la Chine et ce qu'ils pourraient potentiellement proposer sur leur segment, sur le segment des constructeurs européens. Parce qu'aujourd'hui, venir se frotter à un BMW sur la qualité perçue, venir se frotter à un Triumph sur la finition, venir se frotter sur un Ducati sur l'aspect ultra exotique, radical, sportif, etc., les Chinois n'y sont pas encore. Par contre, il n'est pas dit que demain, CF Moto, par exemple, ne puisse pas développer encore plus loin leur machine et essayer de faire quelque chose qui soit assez premium, assez haut de gamme. Mais ça pose la question de l'identité même de ces constructeurs et de pourquoi les gens les achètent. Parce qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle beaucoup sont poussés aux marques chinoises, la raison pour laquelle, encore une fois, on retrouve ce genre de graphiques, de tableaux, encore une fois, avec des décroissances et des disparités aussi importantes, c'est que les Chinois ont une stratégie de rapport qualité-prix extrêmement pertinente. Et c'est aussi la raison pour laquelle certains abandonnent Suzuki, KTM, Kawasaki, BMW pour aller chez eux. Mais il y a une question de rapport qualité-prix qui se joue. Si demain, ils réussissent à passer le cap et à devenir beaucoup plus premium, oui, effectivement, il peut y avoir une menace potentielle pour les constructeurs chinois, mais pour les constructeurs européens, pardon, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Par contre, sur la qualité globale des machines, je pense que aujourd'hui, vous avez BMW déjà qui fabrique une partie de leur moteur avec Longsin, donc Vosges. Vous avez Aprilia, par exemple, enfin Aprilia Triumph, qui fait en Thaïlande. Et ça n'a pas forcément un impact sur la qualité perçue des machines. Vous regardez Triumph, les motos, ça fait très longtemps qu'elles sont produites en Thaïlande, elles sont toujours aussi incroyables en finition. La question, c'est plus, que va-t-il en être de la délocalisation de la main-d'œuvre ? Et ça, par contre, c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, on est en plein dedans avec une marque qui vraiment subit ça à 100%. Cette marque, c'est KTM.
avec l'injection de capital massif de la part de Bajaj, qui a littéralement sauvé la boîte, hein, on peut le dire comme ça, et qui risque très probablement de vouloir augmenter la rentabilité, de vouloir diminuer les coûts de main-d'œuvre, et donc de transférer la production des motos, en grande partie, en Inde. Et ça va plus avoir un impact sur les équipes en local, en Autriche, qui risquent aussi de vraiment mal le vivre parce que KTM, c'est un poumon de l'Autriche, que vraiment sur la qualité globale des machines. Parce qu'il y a toujours une possibilité de se retomber sur ses pattes en ce qui concerne les marges, la qualité perçue, sans forcément avoir à trop rogner et de pouvoir un peu baisser les prix. Mais ça se fera au détriment très probablement de l'humain. Et ça va être un autre sujet. Pour le moment, je pense qu'on n'est pas trop inquiet sur la qualité perçue des machines juste à cause de la menace chinoise pour les motos européennes. Mais ça pourrait quand même évoluer dans le temps et il faudra qu'on surveille ça de très près, bien évidemment. Cette vidéo est terminée. Vous me direz un petit peu ce que vous en avez pensé dans les commentaires, hein. Vous me donnerez un peu vos avis sur tous ces sujets. J'ai qu'une hâte, bien sûr, c'est qu'on arrive à la fin du mois de février pour vous rencontrer au Salon du 2 roues de Lyon. Et si vous n'y êtes pas, pour vous offrir une couverture qui le sera, j'espère, exceptionnelle. En tout cas, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce soit le cas. Et si vous appréciez le contenu, si vous appréciez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est vraiment un soutien incroyable que vous pouvez m'apporter. En parler autour de vous aussi, hein, si vous avez des gens qui pourraient être intéressés par la moto, c'est aussi un gros soutien. Et en attendant les amis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!